Finance et patrimoine. Bienvenue sur Finance et Patrimoine, le rendez-vous des coulisses de la finance. Je suis Olivier Scrooge, cofondateur de Scrooge Finance, la plateforme des experts de la finance, de la fiscalité et du patrimoine. Je reçois via ce réseau des talents qui partagent leurs secrets et leurs meilleures méthodes pour doper vos résultats. Que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Finance et patrimoine. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Finance et Patrimoine. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier dans l'ancien et nous allons traiter le sujet: quels sont les avantages et inconvénients de devenir propriétaire dans l'ancien en période de crise. Et pour cela, j'ai un invité qui s'appelle Gemayel Trémelot et qui est directeur de plusieurs agences immobilières sous la marque L'Adresse à Paris, dans le 19e et 20e arrondissement, mais aussi dirigeant d'un cabinet de gestion locative qui se nomme Scoop Gestion. Bonjour Gemayel. Bonjour Olivier. Bienvenue sur ce podcast. Alors, Merci. est-ce que tu peux présenter un petit peu rapidement ce que tu fais dans la vie? Bien sûr. Déjà, merci de nous recevoir. Un grand plaisir de pouvoir échanger sur un métier qui me passionne, puisqu'effectivement, ça fait maintenant 20 ans que je suis agent immobilier à Paris, Paris Intramuros. Actuellement, donc, j'ai créé et je dirige 3 agences immobilières spécialisées en transactions et locations dans le 19 et 20e arrondissement, et un cabinet de gestion locative. Alors, gestion locative, ça veut dire qu'en fait, des propriétaires nous confient leur appartement qu'ils ont acheté pour le louer. Et donc nous, on s'occupe justement de faire l'intermédiation entre le propriétaire et le locataire. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, tu es vraiment au cœur, tu es un homme de terrain en fait, avec, j'imagine, ton équipe. Hein, tu dois avoir plusieurs membres dans ton Tout, équipe. Vous oui, êtes tout à combien? fait. On est une quinzaine au sein de l'entreprise, enfin au sein du groupe de manière globale. On a principalement des collaborateurs qui sont des négociateurs, des conseillers en immobilier, qui sont des gens de terrain encore plus que moi, j'allais dire, et de secteur. Puisqu'en fait notre fonctionnement fait qu'on est très local. Alors c'est aussi propre à la façon dont on fait nous le métier. On est très implanté dans un quartier, on connaît un peu tout le monde et, euh, et donc évidemment on se fait confier les projets immobiliers. Donc principalement des collaborateurs. Chaque agence est dirigée par un directeur d'agence qui est quelqu'un de confirmé, qui a au moins 5 ans d'ancienneté dans le métier. Et puis on a une petite équipe, j'allais dire support, pour notre communication, notre recrutement, etc., etc. D'accord. Merci pour ces précisions. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, donc on a parlé de période de crise. Ma première question, voilà, sommes-nous en période de crise? Alors, oui, on peut le dire. Clairement, je pense que l'immobilier d'ailleurs n'est pas le seul secteur à souffrir de la conjoncture. Maintenant, pour être plus précis, au niveau de l'immobilier, il est clair qu'on avait certains indices au printemps et même avant l'été qui nous faisaient penser qu'on allait vers un marché plutôt baissier, si c'est ça qu'on peut appeler crise, hein, compliqué en tout cas. Et donc aujourd'hui, ces chiffres sont confirmés. On a notamment la note des notaires de France qui a été publiée le 23 décembre, qui nous confirme que les indices sont bien baissiers. On a commencé à baisser de prix d'ailleurs sur Paris. Et on a un nombre de transactions qui, même s'il est resté assez élevé pour 2022, va très certainement passer en dessous de la barre des 1 million de transactions à l'année pour 2023. Et puis, D'accord. et puis quand on parle de crise hein, dans l'immobilier, c'est notamment la capacité qu'ont les acquéreurs à financer leurs projets. Et là, je crois que tout le monde a pu remarquer, puisque je crois que la presse quand même a bien balayé le sujet, on a quasiment un dossier sur deux qui ne passe plus en termes de financement. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que des acquéreurs qui souhaitent acheter un bien immobilier vont voir leur banque ou un courtier, et dans un cas sur deux, alors qu'ils ont un bon apport et alors qu'il y a un an on leur aurait prêté de l'argent, aujourd'hui on ne leur prête plus de l'argent pour acheter. Donc ça change complètement la dimension du marché. Voilà pourquoi effectivement on estime qu'on est dans une situation compliquée. D'accord. D'accord. Compliqué, oui, c'est le terme. Si un ménage sur Ouais, deux ne peut pas mener à bien son projet,
immobilier, effectivement, on peut qualifier la situation de compliquée. Euh, une autre question qui en part dans un autre sens, toujours sur le sujet de l'investissement dans l'ancien. Lorsque je suis un épargnant et que je décide d'investir dans l'ancien, quel sens je donne à mon épargne? Quel sens je vais donner? Bah, je dirais que la première chose, et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'aime mon métier, c'est que le logement, c'est un besoin essentiel. Clairement, on a besoin de quoi? De se nourrir, de se vêtir, c'est quand même un peu mieux, et surtout de se loger. On a besoin d'un toit pour fonder un foyer, pour pouvoir s'abriter, etc. Donc c'est un besoin qu'a l'humain depuis maintenant des millions d'années, et donc c'est un besoin essentiel. Donc déjà, quand on achète sa résidence principale, bah, on sécurise déjà son propre foyer et ça permet de développer sa famille. Ensuite, quand on est un investisseur, si on parle d'épargne, eh bien, on investit dans une économie du besoin. On permet à des gens de se loger. Et donc voilà, c'est le sens essentiel de l'investissement dans l'immobilier à l'échelle humaine. Puis il y a un autre aspect aussi qui est important, c'est le fait de sécuriser son épargne. L'immobilier, d'ailleurs, le mot veut dire long là-dessus, c'est immobilier. Donc effectivement, c'est de l'investissement dans de la pierre. Et la pierre, on le sait, est un investissement qui est sûr, en général rentable, mais qui en même temps permet de sécuriser sur la durée. Et dans des périodes comme on vit en ce moment, il est vrai que sécuriser son épargne, c'est une question qui peut paraître assez complexe. Et donc l'immobilier est une réponse très adaptée. Donc ça, c'est D'accord, le deuxième sens. d'accord, merci Gunaël pour ces précisions. Alors maintenant qu'on revient encore plus dans le sujet en précisant quels sont les avantages et les risques d'acheter sa résidence principale dans l'ancienne. On va focaliser d'abord sur la résidence principale et puis peut-être on parlera ensuite dans un deuxième temps de acheter dans l'ancien pour louer. Je te propose de commencer par l'accession à la propriété pour soi. Alors, quels sont les avantages et les risques, s'il te plaît? Alors, c'est une bonne question que tout le monde devrait se poser le plus tôt possible quand on avance dans l'âge, parce qu'il n'y a pas d'âge pour acheter, le plus tôt est le mieux. Alors, le premier avantage, il n'est pas forcément évident parce que c'est pas celui dont on parle le plus souvent, mais pour moi, c'est la sécurité. Parce qu'effectivement, quand on investit dans sa résidence principale, comme je le disais tout à l'heure, c'est un besoin essentiel, donc on sécurise ce besoin. Pour bien répondre à la question, et je pense que le mieux, c'est de comparer deux situations. La situation où on est locataire ou on est propriétaire. D'accord? On a tous besoin de se loger, donc effectivement, c'est ou l'un ou l'autre. Bon, eh bien, quand on achète dans sa résidence principale, dans la majeure partie des cas, d'ailleurs, on emprunte. On emprunte. Et quand on emprunte, on a une assurance qui couvre cet emprunt dans le cadre du risque. Dans le cadre d'un accident, malheureusement, un accident de la vie ou autre qui fait qu'on ne peut plus travailler, etc. Euh, Autre risque, et encore plus important, j'allais dire, hein, pour sécuriser sa famille cette fois-ci, c'est que si je viens, moi, à partir, malheureusement, eh bien, pareil, on a cette assurance qui est un élément très intéressant et très important. Pourquoi? Parce que l'assurance va venir rembourser ou couvrir l'emprunt. Et donc, dans ces cas-là, je me retrouve avec un bien qui est acheté, qui est sécurisé. Donc, j'ai sécurisé mon toit et l'assurance qui vient rembourser le prêt me permet justement d'avoir ce toit et ça me coûte rien. Comparé, En cas de décès, donc en cas d'accident de la vie finalement important, voilà, il y a cette assurance-là qui va constituer un petit patrimoine pour ceux qui restent, hélas. Et ça fait exactement, un avantage patrimonial de succession, effectivement. Ouais. tout à fait, parce que dans l'autre cas, bah, on est obligé d'être locataire. Et donc, si on est locataire, bah, le propriétaire peut très bien reprendre son appartement. Les loyers qui augmentent avec l'inflation, par exemple, c'est aussi une composante à prendre en compte, puisque bah, si mon épouse, par exemple, se retrouve toute seule, elle n'a plus qu'un seul revenu. Et donc, effectivement, bah, payer le loyer qui était prévu sur deux têtes, plus qu'avec un seul revenu, ça devient compliqué. Alors que l'assurance prend en charge la partie qui, moi, était ma partie à rembourser. Et donc, effectivement, ça lui permet de pouvoir avoir un toit pour beaucoup moins cher qu'un loyer. Et ça, c'est le plus D'accord. important. Oui. Ensuite, il y a aussi un autre aspect où là, on en parle un peu plus souvent, c'est la capitalisation. C'est-à-dire que très clairement, les loyers que je paye à mon propriétaire, je lui permets
quand je suis locataire, bien évidemment. Je lui permets à lui de pouvoir rembourser son prêt, mais moi, je ne capitalise pas. L'argent, il est perdu. Alors que quand j'investis dans ma résidence principale, la mensualité que je mets, même à équivalence d'un loyer, c'est de l'argent qui, au bout de 10, 15 ou 20 ans, eh ben, sera transformé en immobilier. Donc, au bout de 15 ou 20 ans, je possède quelque chose en tant que propriétaire, alors qu'en tant que locataire, au bout de 15 ou 20 ans, je ne possède rien du tout. Donc ça, c'est le deuxième aspect très important, c'est la capitalisation. D'accord, merci pour ces précisions. On peut dire que souvent, la deuxième partie, capitalisation, est beaucoup plus connue, mais la première, Oui, l'assurance, finalement, décès, qui parfois est vue comme une charge. En fait, il faut la voir vraiment comme un avantage par rapport à un loyer, puisque elle nous permet finalement de protéger la famille à moindre frais, parce qu'elle n'est pas tout à forcément très fait. Oui, alors c'est important de le dire, c'est pas très élevé en termes de montant, hein, on est sur quelques pourcents, sur un investissement euh, même important, hein, de 2 ou 300 000 euros. Sur 20 ou 25 ans, c'est des sommes qui représentent, encore une fois, c'est très large ce que je dis, mais de l'ordre d'une cinquantaine d'euros par mois, 40 euros par mois. oui, Donc, c'est ça. et c'est une assurance qui permet de couvrir un montant de 2 ou 300 ou 400 000 euros. Donc c'est Mm. très très important. Et cet aspect sécurité, pour moi, c'est le premier des avantages de l'investissement en résidence principale. D'accord. Alors, revenons à cette période complexe. On a cité Oui, période de crise, donc voilà, où tu nous as rappelé la conjoncture actuelle et tous les indicateurs qui sont en train de tourner cette fin d'année 2022 dans le rouge un petit peu. Est-ce qu'il faut actuellement acheter sa résidence principale? alors pour moi, la réponse est oui. D'abord parce qu'effectivement, comme on vient de le voir, c'est une question de sécurité, donc une question de nécessité. Plus tôt on le fait, mieux c'est. Et aujourd'hui, les taux d'intérêt restent encore très bas par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les 15 dernières années. Et ils sont surtout très bas par rapport à ce qui pourrait être dans un an ou deux. Donc ça reste très intéressant d'acquérir encore un bien immobilier. Aujourd'hui, en plus, on a un levier un peu plus important sur les prix, puisque alors pour ça que le mot crise n'est pas forcément adapté, peut-être parce qu'on est plus sur un retournement du marché. Aujourd'hui, on a un peu moins d'acquéreurs et on a plus de biens. Donc l'acquéreur a la capacité de négociation plus importante qu'avant. Donc si on revient à un an en arrière, il était beaucoup plus difficile de négocier. Aujourd'hui, on a un contexte favorable pour négocier et donc pour acquérir un appartement avec un prix qui sera inférieur à ce qu'on a pu connaître il y a un an. Voilà, parce que effectivement, bah, les vendeurs, pour la plupart, ont besoin de vendre, les temps de vente sont un peu allongés, il y a moins d'acheteurs, donc effectivement, l'acquéreur a pris du pouvoir. Après, il est important aussi de pouvoir acheter aujourd'hui, parce que les taux d'intérêt, on le sait bien, vont augmenter, donc quelque part, le prix de l'acquisition sera plus élevé dans les mois ou années à venir. Et je sais que certains, et je l'ai entendu dire, ont tendance à dire attendons que les prix baissent pour pouvoir acheter. C'est une fausse stratégie, à mon sens. Pourquoi? Parce que il faut rajouter le paramètre taux d'emprunt. Or, la baisse des prix sera gommée par l'augmentation du taux d'emprunt. C'est-à-dire que l'augmentation du taux d'emprunt a une influence beaucoup plus importante que la baisse des prix. Voilà. Donc, D'accord. il est grand temps d'acheter aujourd'hui. Oui, bien évidemment, les effets de levier sur la négociation sont importants, la conjoncture est bonne, et encore une fois, le pire n'est jamais moins sûr. Donc, sécuriser son investissement et sa famille dans l'immobilier, c'est encore plus important aujourd'hui que ça ne l'était hier. D'accord. Et du coup, ce qui peut être limitant pour un foyer qui veut investir, c'est son accessibilité finalement, le fait qu'on va lui prêter. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est de plus en plus difficile euh, Oui. pour tout le monde d'accéder à un prêt. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Maintenant, parlons un petit peu d'acheter un logement pour le louer, c'est à pas faire du locatif dans l'ancien toujours. Quels sont les avantages et les risques finalement? Alors, l'avantage sécurité est tout aussi présent dans l'investissement locatif. Je reprends mon cas, effectivement, je suis marié, j'ai deux enfants, donc j'ai une famille à charge, et malheureusement, demain, je pars.
Euh, L'investissement locatif que j'aurais fait en payant une mensualité puisque j'ai emprunté, l'assurance viendra couvrir et rembourser le prêt. Ça veut dire que pour le conjoint survivant, ça va lui permettre d'avoir une rente, de percevoir un loyer qui, en face, n'aura plus de remboursement de crédit. Donc quelque part, c'est une rente et qui, dans des périodes assez difficiles, permet justement de subvenir à ses besoins et en tout cas au moins d'équilibrer la perte de revenus que le conjoint qui est parti crée. Donc on sécurise sa famille. Ensuite, on sécurise aussi les accidents de la vie, même professionnels, hein. Dans la résidence principale, c'était le même cas, mais dans l'investissement locatif, c'est pareil. Si demain je dois perdre mon emploi ou qu'il m'arrive quoi que ce soit, ou que la situation est pas ce que j'avais prévu, eh ben au moins on a un revenu. Euh, donc ça c'est l'aspect sécurité. Et puis il y a aussi l'aspect capitalisation. Je reviens sur le fait de dire que bah, au bout de 10 ou 15 ans, cet investissement que j'aurais fait, cet argent sera disponible dans de la pierre bien évidemment, mais quelque part je capitalise. Et puis il faut pas oublier de chose, c'est que en face, contrairement à la résidence principale, j'ai un revenu, j'ai un loyer qui est perçu. Et qui, si l'investissement est bien fait, permet justement de couvrir une grande partie du remboursement de crédit. Donc quelque part, c'est souvent un petit peu une équation à somme nulle qui permet effectivement de pouvoir rembourser son prêt. Euh, donc voilà, donc il y a beaucoup d'avantages à ça. Euh, Après, il y a aussi un aspect, puisque on fait quand même référence à une période un peu compliquée, on parle beaucoup d'inflation. Il faut savoir une chose, c'est que les loyers sont indexés sur l'inflation. C'est-à-dire que si vous avez, alors, et malheureusement beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est pour ça que des fois faire appel à un professionnel de la gestion est intéressant, puisque lui va revaloriser tous les ans votre loyer en fonction de l'inflation. Alors, c'est pas tout à fait l'inflation, il y a un indice qu'on appelle l'IRL, l'indice des revenus locatifs, pardon, qui permet justement, et donc qui est publié tous les trimestres, et qui permet de revaloriser le loyer en fonction de ça. Donc quelque part, l'investissement et la rentabilité suit l'inflation, ce qui en ces périodes aujourd'hui n'est pas négligeable. Ouais, c'est intéressant. Et si on parle des risques, donc quels sont les risques finalement d'acheter plutôt dans l'ancien? Est-ce que quelles sont Alors, les grandes familles qu'on peut citer? le risque principal, c'est la perte de loyer. C'est-à-dire que, bah, évidemment, on a un locataire et le locataire peut ne pas payer. C'est le risque principal dans l'investissement locatif. D'accord. Heureusement, il existe des couvertures de ce risque. Il y a notamment les assurances loyers impayés, qui permettent de couvrir, dans une certaine mesure, la perte de loyer. Ça, c'est important. Cette assurance, elle n'est pas obligatoire, elle est facultative, mais je sais que nous, au sein de Scoop Gestion, on la recommande parce que c'est vrai que bah, dans certains cas, le loyer est important, le remboursement de crédit est important et c'est un risque qui est à couvrir. On a ça. Et puis il y a le fait de faire appel à des professionnels de la gestion qui permet justement de sécuriser son investissement. Au sein de nous de Scoop Gestion, on est très sensible à ça et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a un fonctionnement peut-être un petit peu différent. Alors on n'est pas les seuls à le faire, hein, mais contrairement aux idées reçues, on n'étudie pas que le dossier financier des locataires, on rencontre l'ensemble de nos locataires et ça permet de comprendre qui sont les personnes qu'on a en face. Pourquoi je dis ça? Parce que on a l'impression des fois que le dossier financier, c'est le Graal. À partir du moment où j'ai un locataire qui gagne très bien sa vie et qui a de l'épargne ou autre, eh ben ça y est, je suis tranquille. Eh ben en fait, on s'est rendu compte que non. Certaines personnes ont des très bons revenus, très confortables, mais n'ont pas forcément le meilleur comportement, si je peux parler de ça. Et on a au contraire des locataires qui n'ont pas forcément, j'allais dire, le dossier top number one, qui même d'ailleurs pourraient ne pas passer. Quand je dis pas passer, c'est qu'ils ne respectent pas les normes. Mais par contre, ce sont des gens sérieux, ce sont des gens bien, et qui feront tout pour payer leur loyer. Eh ben ça, justement, on l'intègre dans notre façon de voir. Et donc, dans notre façon d'étudier les potentiels locataires. Eh ben ça, c'est une façon de sécuriser son investissement. Le risque zéro n'existe pas, mais dans l'investissement locatif, on a quand même des bons axes pour pouvoir couvrir le risque. Après, des risques, il en existe d'autres euh, qui restent, qui restent quand même assez minimes. Mais bon, bah, les accidents enfin, dans la copropriété, il peut y avoir un problème.
euh, d'ordre structurel du bâtiment, parce que on est dans l'ancien, encore une fois, hein, on n'est pas dans le neuf. Le neuf, on a l'avantage d'avoir des garanties décennales. Dans l'ancien, il peut y avoir des travaux. Et donc, ça peut être des travaux importants à faire pour l'entretien du bâtiment. Voilà. Car il Donc peut là, y avoir effectivement, des c'est surprises dans le temps, en fait, hein. tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est à prévoir. D'accord. Donc là, il faut conseiller quoi à l'épargnant? C'est-à-dire il provisionne chaque mois ou il provisionne quand il achète peut-être une partie pour couvrir ses risques potentiels, ses risques de travaux de copropriété. C'est ça qui est le conseil Oui, qu'il faut donner? tout à D'accord. fait. Enfin, alors, la provision, elle peut déjà être intégrée sur la capacité de remboursement. Je sais D'accord. que nous, on conseille à nos investisseurs, en tout cas pour ceux qui sont novices, de pas aller au taquet de leur capacité d'emprunt. Parce que si demain j'ai un peu de travaux à financer, il vaut mieux avoir une réserve. Toujours, toujours. D'accord. Il faut investir de manière prudentielle. D'accord. Qu'est-ce que vous conseillez comme, je sais pas, pourcentage de la valeur de l'achat? Je sais pas, par exemple, provisionner 5% en plus, 10% d'avoir cette capacité en cas de coup dur disponible? Quel est le conseil? Oui, en général, on est plutôt sur un matelas et une capacité de l'ordre de 10, même pas 10%, même 5%. Après, tout 5% net? dépend. Oui, après, c'est vrai que c'est la géométrie variable. Si on achète une maison, par exemple, pour investir, l'enveloppe devra être plus importante parce que les Oui, coûts sont plus importants au regard du montant du bien. Dans une oui, copropriété, les travaux sont dilués entre tous les copropriétaires. Donc, il est vrai que dans une copropriété, le risque est dilué. Il est moins important. Après, d'accord. tout dépend de l'âge de la copropriété. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'acquisition, il y a aussi beaucoup de paramètres à prendre en compte. D'accord. Donc finalement, si on peut résumer, quels sont les points d'attention lorsqu'on achète dans l'ancien? À quoi il faut faire, il faut prendre garde. Eh ben voilà, par exemple, au moment où on achète, c'est vrai que le risque qu'on vient d'évoquer, c'est quelque chose qui s'anticipe. Alors on l'anticipe comment? On l'anticipe en étant vigilant sur des aspects qui concernent la copropriété, si on peut prendre ce cas-là. Alors la copropriété, très très basiquement, on le voit, les acquéreurs sont souvent très sensibles à la qualité du bâtiment. Est-ce que les ravalements ont été faits? Est-ce que les cages d'escalier sont en bon état? Ça se voit assez facilement. Euh, Autre chose, on le voit aussi avec l'ensemble des documents qui sont transmis par le vendeur ou par le professionnel de l'immobilier. On voit effectivement les travaux qui ont été réalisés, le montant des charges. euh, on a les diagnostics de performance énergétique qui sont transmis aussi parce que c'est obligatoire dans le cadre de la loi Allure. Donc voilà, donc l'aspect visuel et physique du bâtiment est quelque chose qui est assez facile à prendre en compte. Il y a un autre aspect par contre qui est beaucoup plus rarement pris en compte, et c'est vrai que j'aimerais insister là-dessus, c'est sur l'aspect plus humain. Quand on achète un appartement dans un immeuble, on achète dans une copropriété, on achète un bout de quelque chose avec d'autres personnes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que je regarde par qui et comment est habité l'immeuble. À savoir, alors ça, il y a des documents qui sont transmis, et là où on peut être vigilant, c'est sur les PV d'Assemblée générale. On regarde donc lors des assemblées générales qui est présent. Est-ce qu'on a au moins 50, 60, 70% des copropriétaires qui sont présents? Ce qui veut dire dans ce cas-là, c'est que les propriétaires sont sensibles à leur copropriété, à l'entretien, à la vie de l'immeuble. Par contre, quand j'ai un immeuble où j'ai 20 ou 30%, même pas des copropriétaires présents, avec beaucoup d'impayés, avec des travaux qui sont très rarement votés, là, il faut être prudent. D'accord. Donc la Prudent. vie de la copropriété est très importante. Et est-ce Oui. qu'il faut aller jusqu'à rencontrer des gens, rencontrer comme on rencontrerait ses voisins en habitation individuelle, ou est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut aller jusque-là? C'est une bonne question parce que c'est vrai que c'est souvent ce qui nous arrive. Non, je dirais pas jusque-là. Après, on peut le faire, hein. On peut le faire. Après, vous allez voir, c'est marrant parce que là-dessus, on a beaucoup d'histoires, hein, des petites histoires marrantes. Mais vous allez rencontrer les copropriétaires et on va vous parler des histoires du voisin, de ceci, de cela, de un tel qui fait ceci, d'un tel qui met pas ses poubelles au bon endroit, etc. Attention, on vit en communauté, les gens sont pas parfaits. Et effectivement, oui, il faut être assez Détaché. cool.
Ouais, ouais, faut être détaché un peu. Alors ça n'empêche qu'on peut les rencontrer, mais bon, faut aussi comprendre qu'on va entendre beaucoup plus de négatifs que de positifs. Et donc ça reflètera pas forcément la réalité des choses. D'accord. D'autres points d'attention peut-être au moment de l'achat, donc où on a fait le tour de la question. Bah, l'aspect financier est important. Donc, hein, je l'ai dit, je vais pas me répéter, mais c'est vrai que voilà, ne pas aller au taquet de son investissement. La copropriété, c'est quelque chose qui est intéressant et important il faut être sensible là-dessus. Et il y a un autre point, c'est l'emplacement. D'accord. J'ai vu beaucoup de gens investir. Alors, ça a été le cas beaucoup à une période dans le neuf où les gens achetaient un produit financier dans des endroits qui étaient perdus, où il y avait pas de demande locative. Et donc, il faut être très vigilant sur l'emplacement. L'emplacement, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va prédisposer la rentabilité, ça va prédisposer euh, à la qualité de l'investissement lui-même. Je m'explique. On a tendance à dire que le meilleur emplacement est le meilleur investissement. C'est pas forcément vrai. En fait, tout dépend de l'objectif d'investissement. Je prends un cas que je connais très bien, puisque moi je suis agent immobilier dans Paris Intramuros. Acheter à Paris Intramuros, c'est pas rentable. Alors ça peut paraître surprenant ce que je dis, mais on achète à Paris pour transmettre, pour sécuriser, parce que c'est un investissement sûr. On achète une œuvre d'art quelque part, hein, Paris sera toujours Paris. Néanmoins, c'est beaucoup moins rentable. Si on cherche de la rentabilité, si on cherche justement à avoir des taux de rentabilité et un retour sur investissement, il vaut mieux acheter en banlieue, par exemple. Donc, l'aspect emplacement ne veut pas dire le meilleur emplacement. Ça veut dire un emplacement adapté à son investissement. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, le point de vigilance, c'est ça. D'accord. Merci, merci. C'est très, très, très intéressant. Euh, une dernière question sur ce sujet-là. Ça y est, je suis décidé, je suis un épargnant décidé à investir mon Très épargne bien. dans l'ancien. Voilà. Alors, par qui dois-je me faire accompagner pour bien réussir mon achat? Quels sont les professionnels du secteur voilà, ou non Alors professionnels? ça, alors ça, c'est une super question. Et je vais donner une réponse. Ma première réponse, c'est pas forcément celle qu'on pourrait attendre d'un agent immobilier. J'ai envie de dire que le meilleur accompagnement, c'est peut-être son environnement proche, amical ou familial. On a tous dans notre environnement des personnes, parents, amis, oncles, cousins, qui sont déjà passés par là. Donc là, c'est vrai que ma réponse est plutôt tournée vers ceux qui n'ont pas d'expérience, qui achètent leur premier appartement ou leur première maison. Elle va déjà se tourner vers quelqu'un qui a déjà fait ça. Parce que le retour d'expérience, il n'y a rien de mieux. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va se faire accompagner par toute la famille à chaque visite. Néanmoins, je l'ai déjà vu, hein, des visites ou revisites où il y avait 15 personnes dans l'appartement, il y avait la tante Lucie, il y avait l'oncle de ceci. Bon, c'est marrant, hein, mais ça apporte pas grand-chose. Non, il faut avoir dans son environnement une personne à qui on peut déjà avoir la capacité de poser des conseils, pardon, de poser des questions et de récupérer des conseils de l'expérience. Après, on peut avoir aussi un agent immobilier dans son environnement. Bref. Euh, Au-delà de l'environnement personnel et voire même professionnel, euh, le premier acteur reste quand même l'agent immobilier. Alors, il y a deux types d'agents immobiliers, hein. On a les agents immobiliers dits traditionnels, donc qui ont pignon sur rue, qui ont des agences immobilières, qui sont des acteurs de terrain, de secteur, qui connaissent parfaitement le quartier, qui connaissent les bâtiments, qui ont des fois d'ailleurs souvent vendu plusieurs appartements dans le même immeuble. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à mon point de vigilance sur la copropriété. L'agent immobilier est tenu par des lois, par des règles de déontologie, et donc il va fournir des documents sur lesquels on va pouvoir appuyer son étude et des conseils. Et surtout, son devoir, et ce qu'on fait nous en tout cas, c'est de nous adapter à la personne qu'on a en face. Si on a quelqu'un qui effectivement ne comprend rien à l'immobilier, notre devoir est de vulgariser les termes techniques qu'on peut y trouver. Voilà, et puis tous les conseils là de tout ce dont on discute depuis tout à l'heure, c'est des choses qu'on se doit de donner à nos acquéreurs. Donc voilà, l'agent immobilier traditionnel va pouvoir fournir un tas d'informations très très intéressantes à l'acquéreur. Il y a un autre métier aussi qui est pas le mien, mais qui fait partie des métiers d'immobilier, c'est le chasseur d'appartements. D'accord? C'est quelqu'un qui
qui accompagne un acquéreur, donc qui a une relation peut-être encore plus étroite avec l'acquéreur. Nous, on est plutôt tourné vers l'accompagnement du projet du vendeur. Les chasseurs d'appartements sont tournés vers le projet de l'acquéreur, vont l'accompagner. L'avantage qu'il y a pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, ou pas de temps, d'ailleurs, c'est souvent le cas, c'est que le chasseur d'appartement connaît les professionnels de l'immobilier. Il connaît tout ce que je viens de vous dire, il est déjà au fait de tout ça. Il sait lire un PV d'assemblée générale, il sait lire un diagnostic technique, puisque le diagnostic technique, on en entend beaucoup parler avec le diagnostic de performance énergétique, ça reste un document qui est complexe à lire. Donc les professionnels doivent apporter une information claire et compréhensible à l'acquéreur. Donc ce chasseur d'appartement va d'ailleurs pouvoir faire des visites avant, rencontrer les professionnels, et voilà, il apporte une lisibilité et une vulgarisation et un accompagnement de l'acquéreur. Après, on a aussi, on a les professionnels du bâtiment. Avoir un entrepreneur dans son environnement proche est un atout. On peut faire appel à un professionnel dans le cadre de travaux. Et lui, il a effectivement un œil expert sur les différentes installations, sur la qualité du bâtiment. Donc c'est vrai que ça c'est un atout parce que euh, même si, alors, même si les professionnels de l'immobilier sont théoriquement censés pouvoir avoir des compétences en bâtiment, c'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que un professionnel du bâtiment, c'est quand même assez utile. Malheureusement, c'est une profession qui est peu disponible et c'est assez compliqué d'en avoir un sous la main qui va bien vouloir venir faire un rendez-vous pour rien, parce que pour lui, c'est pour pas grand-chose. Il les met dans le concret, donc c'est difficile. Mais c'est vrai que c'est un atout quand même. Qui c'est qu'on a? On a aussi le courtier. Euh, je reviens sur l'élément essentiel. Faut même commencer par lui, hein, j'allais dire peut-être. Alors, complètement, tu as tout à fait raison. Je pense qu'en effet, c'est peut-être la première personne vers qui il faut se tourner. Parce que ce que tu dis est très juste. Un projet bien monté, c'est un projet qui d'abord va commencer par l'enveloppe financière. La première question qu'on doit se poser, c'est quelle capacité financière j'ai? Quelle enveloppe? Quel montant je peux avoir? Après, on peut commencer à chercher un appartement ou une maison. Mais d'abord, c'est ça. Donc, le courtier, il est là pour apporter des réponses à toutes ces questions financières. Alors, une idée reçue que j'entends de temps en temps, c'est dire que si je passe par un courtier, je chinte ma banque. Non, le courtier apporte un éventail de solutions autres que la banque, mais il n'empêche pas de passer par sa banque aussi. Maintenant, il dirait que le courtier, en général, il est spécialisé dans du financement de l'immobilier, ce que n'est pas son conseil bancaire. Le conseil bancaire, il fait aussi du placement, il fait de la valeur mobilière. Les valeurs mobilières, hein, c'est les placements type assurance vie, etc., etc. Donc, il est très généraliste, le conseiller bancaire. Donc, il fait très bien son métier, mais il est un peu moins spécialisé immobilier. Alors que le courtier, lui, est spécialisé dans les montages liés à l'immobilier. Donc, il va pouvoir avoir une vision d'un spécialiste. D'accord, merci, merci, oui. Non, j'ai pensé qu'il devait venir en premier parce que tu as cité tout à l'heure le fait que c'est compliqué en cette période voilà, de complexe, pour pas dire de Oui, crise, d'obtenir un financement, que la moitié des dossiers présentés n'étaient pas retenus, hélas. Donc, oui, peut-être aujourd'hui, justement, pour avancer sur ce sujet-là, il faut commencer par là, et ensuite commencer les autres démarches, c'est-à-dire la recherche du bien avec les professionnels dont tu as parlé. Très bien, oui. merci beaucoup pour cet éclairage. Je crois on a dressé là un, une belle photo de ce qui est dans l'ancien. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour nos auditeurs? Peut-être un sujet qui se pose en ce moment. Est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Oui, c'est une question très pertinente. Tu l'as quand même un petit peu évoqué dans certaines questions. Enfin, en tout cas, on l'a compris. Ouais. Restez bien. Moi, c'est ce que j'ai compris de ta présentation. Mais si tu veux rajouter des choses, ne te gêne pas, vas-y. Bah, il est vrai que voilà, aujourd'hui, c'est la période est compliquée parce qu'on se pose beaucoup de questions. Mais les vendeurs aussi se posent beaucoup de questions aussi, hein. Et aujourd'hui, tous les signaux restent au vert pour acheter et vendre. Il y a une certaine stabilité, les taux d'intérêt restent bas.
Donc on est dans une période qui est favorable, même si elle peut paraître un peu floue, un peu nébuleuse. D'accord. Oui, et puis l'immobilier étant une valeur, comme tu l'as présenté plusieurs fois, de sécurité, finalement, ça reste très, très pertinent aujourd'hui. Oui, Très bien, écoute, Guénel, je te remercie beaucoup pour toutes ces explications très claires. c'était un Et plaisir. voilà, si on a d'autres questions plus précises, on peut te retrouver sur LinkedIn. Je mettrai les Oui, références en commentaire du podcast et puis également sur ton site internet, donc sur scoopgestion.com. oui, Donc on peut contacter toute ton équipe si besoin. Je te remercie super. beaucoup Merci. et à très À très bientôt. Au bientôt. revoir. À bientôt. Au revoir. Finance et patrimoine. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est que vous avez aimé cet épisode. Alors partagez-le ou laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast est rendu possible par Scrooge Finance, la plateforme des experts en solutions financières, fiscales et patrimoniales pour vos projets de vie personnels et professionnels. Que ce soit pour lancer un projet, préparer sa retraite, investir pour l'avenir ou bien simplement faire un bilan pour explorer les possibles, rendez-vous sur www.scrooge.finance. A très bientôt pour un nouveau podcast Finance et patrimoine, les secrets backstage. Finance et patrimoine.